Bienvenue à cette deuxième vidéo de la série des cours RPC, réseau et communication pour les étudiants en Master 1 informatique. Donc, avant d'entamer cette deuxième vidéo, je vais faire un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu dans la première vidéo. On avait détaillé un petit peu le modèle OSI, d'accord. On avait expliqué que les communications se font à travers un modèle en couche, d'accord, c'est-à-dire principalement pour permettre à des machines hétérogènes de communiquer. On avait dit que, c'est-à-dire on va utiliser un certain nombre de protocoles sur chaque couche. Donc chaque couche a un rôle bien précis dans c'est-à-dire la communication. Et on avait aussi expliqué que la communication, c'est-à-dire d'une machine A vers une machine B ou d'un client vers un serveur, ne se fait pas directement, c'est-à-dire entre couches, mais se fait par l'intermédiaire de la couche inférieure. Très bien. Donc, dans cette deuxième vidéo, on va la consacrer à expliquer, on va la consacrer à expliquer un certain nombre de protocoles, un certain nombre de protocoles qui seront très utiles tout au long de ce module. On va examiner le protocole utilisé sur la couche liaison de données, le fameux protocole Ethernet. Donc, entre parenthèses, c'est pas le seul protocole utilisé sur la couche liaison de données, mais c'est le plus populaire. Ensuite, on va parler du protocole IP, qui existe sur la couche réseau. Donc, ce protocole s'en charge plus spécifiquement de l'adressage IP des paquets, d'accord. Et on va aussi parler du protocole ARP qui fait un petit peu le lien entre les adresses sur la couche liaison de données et les adresses sur la couche réseau. Donc en fait, on va parler dans cette séance de trois protocoles. Le protocole Ethernet, le protocole IP et le protocole ARP. Donc là, ça va nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement c'est-à-dire des communications à travers le modèle OSI sur les couches liaison de données et sur la couche réseau. Donc, allons-y. Donc, le premier protocole, c'est le protocole Ethernet. Donc, on va essayer d'examiner la partie de cette page web, de ces pages web concernant le protocole Ethernet. Donc, Ethernet, c'est le protocole de la couche liaison de données utilisé sur les réseaux locaux. Donc, entre parenthèses, si vous êtes, c'est-à-dire sur un lien autre qu'un réseau local, par exemple un lien WAN, une liaison spécialisée, etc., vous allez trouver un autre type de protocole sur la couche liaison de données. Donc, c'est-à-dire Ethernet, vous allez le retrouver sur tout ce qui est réseau local. D'accord? Donc, d'où vient ce protocole? Historiquement, c'est-à-dire avant l'utilisation des réseaux informatiques de façon moderne dans les années 2000, donc historiquement dans les années 90, on utilisait un modèle, c'est-à-dire de communication en bus. Donc, je vais essayer de faire une petite représentation ici. Comme ça, vous allez mieux comprendre le principe de fonctionnement. Donc, historiquement, on utilisait un modèle de communication en bus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, c'est-à-dire, au lieu d'avoir les PC connectés à un switch, on avait comme une sorte de câble, hein, un câble coaxial, et non pas un câble réseau tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc, c'était un câble coaxial auquel les machines seront connectées. Donc, je vais avoir plusieurs machines connectées à ce câble-là. Donc, d'ailleurs, c'est-à-dire sur la littérature, vous allez trouver que dans la représentation d'un réseau local se fait, c'est-à-dire le plus souvent sous cette forme-là. Donc, une représentation logique sous forme d'une communication à travers une topologie en bus. D'accord? Bien que, c'est-à-dire ça, c'est une représentation logique, bien que dans la réalité, ça va être un switch, ça va être un switch auquel chaque PC va être
connectées à travers le réseau local. Donc, je vais avoir plusieurs machines connectées à mon switch. C'est-à-dire, physiquement, c'est-à-dire la topologie, c'est une topologie étoile, mais c'est-à-dire logiquement, on dit que on a une topologie en bus, c'est-à-dire façon abstraite de représenter un réseau local, d'accord? Donc historiquement, c'était du fait que, c'est-à-dire c'est-à-dire dans les premiers réseaux locaux, on utilisait une topologie en bus, donc c'était un câble coaxial qui passait et les machines étaient raccordées à ce câble-là. Donc, et on a utilisé un certain type de protocole, tokening, etc. Dans ces années-là. D'accord? Donc là, c'était un petit peu l'historique. Donc, avec l'apparition du protocole Ethernet, donc on a commencé à utiliser d'autres types de topologies et on a maintenant ce qu'on appelle la topologie en étoile qui est la plus répandue. D'accord? Donc là, c'est-à-dire pourquoi on est en train de parler de ça? Parce que, c'est-à-dire même si aujourd'hui on utilise une topologie en étoile, on a gardé, c'est-à-dire on a gardé le principe de communication en bus en termes d'accès au support, c'est-à-dire en termes d'accès à la ligne. D'accord? Donc le mode utilisé pour accéder à la ligne, c'est ce qu'on appelle le mode CMA-CD. Donc c'est quoi ce mode? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant que je transmets sur le réseau, donc avant que je transmets un paquet sur le réseau, il faudrait que j'écoute. Il faudrait que j'écoute s'il y a une communication en cours ou pas. Donc s'il y a une communication en cours, je dois attendre que le canal se libère avant de pouvoir émettre. Donc c'est le mode d'accès, ce qu'on appelle le CSMA-CD. D'accord? Donc là, c'est-à-dire le but de cette vérification, c'est tout simplement éviter que deux machines, c'est-à-dire envoient des paquets en même temps et ça peut créer ce qu'on appelle une collision. D'accord? Le problème, c'est d'éviter ce qu'on appelle des collisions. C'est-à-dire que deux machines émettent en même temps, d'accord? Et ça crée une situation de collision et c'est-à-dire on peut mal interpréter les paquets envoyés au reçu. Donc ça, c'était historiquement lorsqu'on utilisait une topologie en bus, mais on a gardé ce type d'accès même lorsqu'on a utilisé, c'est-à-dire on est passé vers une topologie en étoile. Donc là, réellement, c'est-à-dire une topologie en étoile, le problème ne se pose pas parce que quand je vais émettre, donc je vais émettre, il n'y a personne sur ce lien-là, d'accord? Donc quand je envoie un paquet vers mon switch, hein, je suis sûr que je suis le seul à transmettre ce paquet. Donc là, c'est-à-dire même si, c'est-à-dire on a gardé, c'est-à-dire jusqu'à présent ce mode d'accès au support, le problème réellement ne se pose pas du fait que chaque machine est connectée avec un câble direct au switch. Donc là, c'était un petit peu quelque chose, c'est-à-dire entre parenthèses, historiquement, c'est-à-dire pour expliquer c'est-à-dire le principe d'accès au support en utilisant le protocole Ethernet. Très bien. Donc, je vais effacer tout ça et je vais rebasculer vers la fenêtre principale. Très bien. Donc ça, c'était le mode d'accès CSMA-CD. D'ailleurs, on vous dit ici, les adaptateurs peuvent commencer à transmettre à n'importe quel moment. Les équipements ne transmettent jamais lorsqu'ils détectent une activité sur le canal. Les périphériques interrompent leur transmission dès qu'ils détectent l'activité d'un autre adaptateur au sein du canal, etc. Donc, afin d'éviter une situation de collision. Donc ça, c'est le mode d'accès au support utilisé par le protocole Ethernet. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le CSMA-CD. Très bien. Maintenant, essayons de regarder un paquet Ethernet. D'accord? On avait dit que, c'est-à-dire Ethernet, on utilise sur la couche liaison de données. C'est-à-dire dans la terminologie, c'est-à-dire lorsqu'on est sur la couche liaison de données, on utilise beaucoup plus le terme tram ou frame. Mais moi, tout au long de ce cours, je vais utiliser, c'est-à-dire pour n'importe quelle couche, le terme paquet. D'accord? Donc vous avez principalement, donc on va se focaliser beaucoup plus sur les champs les plus importants. D'accord? Donc là, c'est la partie en tête. Ils ont représenté uniquement l'en-tête. Donc bien sûr, à cette en-tête est attachée une partie data, une partie donnée. Donc qu'est-ce que contient
l'entête d'un paquet Ethernet. Donc, elle contient plusieurs informations. Nous, on va se focaliser sur les plus importants. Vous avez ce qu'on appelle l'adresse destination et l'adresse source. C'est des adresses MAC ou les adresses physiques des machines, c'est-à-dire des machines communicantes. Donc la machine qui envoie ce paquet va mettre son adresse source dans l'entête et elle va mettre l'adresse MAC de la machine de destination. Très bien. Et elle va rajouter ce qu'on appelle un préambule. Donc ça, cette partie-là, c'est juste pour identifier le début de la trame ou du paquet Ethernet. D'accord? Et on a aussi un champ permettant de la vérification si, c'est-à-dire lors de la transmission des paquets, il y a eu des erreurs ou pas. Donc un champ de vérification qu'on appelle, bon là on a représenté données plus FCS. Donc moi je suis en train de parler du champ FCS ou le checksum qui me permet de vérifier est-ce qu'il y a eu des erreurs dans le paquet entier ou pas. D'accord? Donc ça, c'est l'entête d'un paquet Ethernet. Optionnellement, on va pas parler de ça dans ce cours. Optionnellement, je peux avoir ce qu'on appelle des VLAN, des LAN virtuels, c'est-à-dire que je vais avoir plusieurs LAN virtuels dans le même réseau LAN. Et chaque VLAN, il va avoir un identifiant. Donc là, ça on sort un petit peu du cadre de ce cours. Mais sachez que il y a un champ supplémentaire qu'on va rajouter qui va identifier le VLAN virtuel. Donc, dans le cas où on utilise des VLAN. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Il ne faut pas se compliquer les choses. D'accord? Donc ça c'est juste entre parenthèses. Donc un petit peu l'explication des différents champs. Donc SFD, donc ça va être Starting Frame Delimited. Donc ça va être la même valeur dans chaque paquet Ethernet. Ça va être cette valeur. Ensuite, elle est suivie des adresses sources et destination. Donc ça, vous le connaissez déjà dans le cours licence deuxième année. Une adresse MAC, c'est une adresse sur 6 octets. Donc chaque octet, c'est 8 bits. Donc 6 fois 4, c'est 48. Et on les représente avec des groupes c'est-à-dire de 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 groupes. Hein. Chaque groupe contient un octet, donc ça me donne au total 48 bits. C'est une adresse physique. Pourquoi on dit physique? Parce que il y a une partie qui va être représentée par le constructeur, donc constructeur de la carte réseau en question. Donc l'adresse physique, elle est liée à la carte réseau ou le port du switch ou du routeur. Donc le constructeur de ce port ou de cette carte va mettre son identifiant, suivi d'une partie, c'est-à-dire séquentielle. Hein. Donc ça va être un identifiant unique pour cette carte-là ou pour ce port-là. D'accord? De la même manière, donc j'aurai une adresse source qui a la même forme. Donc c'est une adresse MAC sur 48 bits. D'accord? Donc il faut noter que sur la couche liaison de données, voilà l'adresse broadcast. Donc elle est représentée par des F, donc ça veut dire c'est des 1 partout. D'accord? Donc pour le moment, donc connaissez c'est quoi une adresse broadcast? C'est une adresse de diffusion. Mais c'est-à-dire on va revoir ça dans la partie adressage. Donc c'est une adresse dans laquelle je dis je vais envoyer le paquet à tout le monde. C'est tout. D'accord? Ensuite, il y a un champ type. Donc le type ici spécifie, c'est-à-dire quel est le protocole utilisé sur la couche réseau. Donc ce paquet Ethernet, lorsque je vois sa partie data, donc il y a une entête aussi pour la couche réseau. Donc ça va être quoi comme protocole. Donc là, dans 99% des cas, ça va être IP version 4. Donc c'est le protocole réseau le plus utilisé. D'accord? Et bien sûr d'autres champs. Donc on a la partie données qui contient des données du paquet. D'accord? Donc quand je dis données, ça va contenir l'entête de la couche réseau plus les données correspondantes. Donc quand je regarde les données, ça va contenir les données de la couche transport plus les données correspondantes et ainsi de suite. D'accord? Donc chaque couche va rajouter son entête. Donc et l'envoie à la couche inférieure. Donc le champ FCS, donc c'est un champ pour contrôler les erreurs.
D'accord? Donc, le principe de contrôle des erreurs est le suivant. Donc là, la machine émettrice va calculer le FCS ou le checksum et va le mettre dans le paquet. Lorsqu'on envoie le paquet, lorsqu'on le reçoit, on va faire le même calcul sur le contenu du paquet et on va le comparer avec le FCS. Donc si on a la même valeur, ça veut dire que la transmission s'est passée sans erreur. Si on trouve une erreur, on va rejeter le paquet, on va demander probablement sa retransmission. Très bien. Quels sont les types d'équipements qui sont utilisés c'est-à-dire qui utilisent le protocole Ethernet? Donc, je dirais répéteur et hub, c'est une technologie dépassée, donc on va pas vraiment se focaliser sur ça. Ce qui nous intéresse, c'est les switches. Les switches, c'est des équipements, ce qu'on appelle de commutation ou de switching, qui permettent de transmettre des paquets sur la base des adresses sur la couche liaison de données. C'est-à-dire, ils regardent l'adresse MAC destination, ils vont regarder leur table d'adresse MAC, ils vont décider sur quel port ils vont envoyer le paquet. Donc, le principe est vraiment basique et simple. Donc, ils vont décider de l'envoi des paquets sur la base de l'adresse MAC destination. D'accord? Donc, les ports, donc vous avez des switches avec différentes densités. Donc, ça peut être des switches 5, 8, 12 ports, 24 ports. Et avec aussi des ports d'interconnexion. C'est-à-dire que je peux cascader, je peux relier un switch à un autre pour augmenter la capacité ou la densité en termes de nombre de ports sur mon réseau local. On peut aussi avoir des routeurs. Donc les routeurs, donc c'est des équipements qui font le routage. Donc ils vont envoyer ou c'est-à-dire transmettre les paquets sur la base des adresses IP. Mais ils peuvent aussi, bien sûr, c'est-à-dire le fait qu'on décide d'envoyer un paquet sur la base de l'adresse IP, il faudrait utiliser la couche liaison de données. Donc ils ont aussi besoin de faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la commutation ou le switching au niveau de la couche liaison de données, c'est-à-dire faire le même travail que le switch. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin d'envoyer un paquet vers une machine, donc de la passerelle vers la machine, il faudrait que je trouve l'adresse MAC destination qui correspond à l'adresse IP destination. Donc là, cette partie-là va être aussi faite par le routeur. D'accord? Donc voilà grosso modo, c'est-à-dire le protocole Ethernet. Donc ce qu'il faut retenir sur le protocole Ethernet, c'est que on a principalement les champs adresse MAC sur ces destinations qui vont décider de la manière d'envoyer le paquet. D'accord? On va passer au deuxième protocole qui est le protocole IP. Donc protocole IP, c'est tout simplement le protocole de la couche réseau en dessus, de la couche liaison de données. Donc le protocole IP, son rôle est tout simplement l'adressage. C'est-à-dire sa fonction est l'adressage des paquets avec des adresses IP. D'accord? Donc on va parler dans une vidéo à part de tout ce qui est adressage IP. D'accord? Mais on va essayer juste d'expliquer, c'est-à-dire le principe de fonctionnement du protocole IP. C'est-à-dire le protocole IP en lui-même, il va tout simplement affecter des adresses IP sur les packs. D'accord? Donc, il existe, c'est-à-dire le protocole IP est localisé sur la couche réseau. D'accord? Et voici sa structure. D'accord? Donc, il y a plusieurs champs. Donc, principalement, les champs qui nous intéressent, c'est les adresses IP source et destination. Donc, probablement, vous connaissez leur format. C'est des adresses sur 32 bits, décomposées en 4 parties. Et chaque partie, c'est sur 8 bits avec une valeur de 0 jusqu'à 255. D'accord? Donc, on a la partie adresse source, adresse IP source et adresse IP destination. On a aussi un checksum, un champ de vérification du paquet. Donc le champ checksum sur la couche réseau ne contrôle que l'entête. Donc il n'y a pas un contrôle sur les données, on contrôle que la partie en tête. Parce qu'on suppose que la couche liaison de données va contrôler tout le paquet. Donc ça, c'est une chose. Et aussi au niveau de la couche transport, il y a aussi des mécanismes de vérification. Donc c'est
pas la peine de refaire le même contrôle sur cette couche. Il y a un champ TTL. TTL, c'est un champ intéressant qui permet à chaque transit, lorsqu'on transite d'un routeur à un autre, pour éviter que le paquet transite de façon, de façon infinie sur le réseau. Donc à chaque fois, on décrémente la valeur qui est dans le champ TTL. Donc on va démarrer une valeur 32 et on va faire moins 1 à chaque saut. Si on arrive à 0, on va rejeter le paquet. Ça veut dire on va dire que ça a pris trop de temps et on va rejeter le paquet si le champ TTL arrive à 0. Et bien sûr, on a d'autres champs. Bon, on va pas vraiment rentrer dans le détail, mais c'est-à-dire ce qu'on peut dire, par exemple, euh, si on revient sur l'entête, on a le champ version, d'accord? Parce que historiquement, c'est-à-dire protocole IP, on a commencé avec la version 4, mais c'est-à-dire en termes de taille, les adresses IP, on ne les a pas allouées, on leur a pas alloué assez d'espace. Donc je pense que c'est 4 millions d'adresses au total. Et c'est-à-dire on s'est vite aperçu qu'il y aurait un épuisement des adresses IP. Donc on a proposé une nouvelle adresse qui est l'adresse IPv6. Elle est sur 128 bits. Donc les valeurs possibles sont 200 puissance 128. Donc c'est un peu énorme comme taille. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est-à-dire sur le champ, sur l'entête, la partie version spécifique, est-ce qu'on utilise IP version 4 ou IP version 6. Donc tout au long de ce cours, on va se contenter de parler de la version 4. On va pas parler de la version 6. D'accord? Donc il y a d'autres champs, donc par exemple le champ service, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire des champs pour assurer ce qu'on appelle la qualité de service. C'est-à-dire, c'est-à-dire c'est une façon de classifier un petit peu les paquets. Donc il y a un paquet urgent, un paquet moins urgent, un paquet best default, etc. D'accord? Donc là, ça sort un petit peu du cadre du cadre de ce cours. D'accord? On a un champ aussi qui définit la longueur totale du paquet. Donc, c'est le champ IHL. D'accord? Et on a de différents champs qui ont une signification particulière. Donc, vous pouvez vous amuser à, c'est-à-dire, lire le détail de chaque champ si vous voulez. D'accord? Et on a un champ qui spécifie le type de protocole qu'on va avoir sur la couche supérieure. Souvenez-vous, c'était on était sur le protocole Ethernet, il y avait un champ qui spécifie quel est le protocole utilisé sur la couche réseau. Donc on avait dit 99%, ça sera la couche IP. De la même manière, sur la couche IP, j'ai un champ qui spécifie quel est le protocole utilisé sur la couche transport, sur la couche en dessus. Donc ça va être TCP ou UDP dans la plupart des cas, comme je peux utiliser ICMP. ICMP, c'est un protocole pour faire des pings, pour l'envoi des pings sur le réseau, d'accord? Donc, dans la plupart des cas, ça va être soit du TCP ou du UDP. Un champ checksum, on avait dit qu'on calcule le checksum uniquement sur l'entête, donc ça va pas être un checksum ou une vérification sur l'ensemble du paquet, d'accord? Et bien sûr les adresses IP sur ces destinations. Donc ça va être une adresse IP de cette forme-là. Très bien, on passe maintenant au troisième protocole qui est le protocole ARP. Donc ARP, souvenez-vous, on avait expliqué la dernière fois que c'est un protocole qui va faire le lien entre la couche réseau et la couche liaison de données parce que, c'est-à-dire pour la couche réseau, pour qu'elle sache quelle est l'adresse MAC qui correspond à l'adresse IP destination, il lui faudrait un mécanisme, il faudrait, c'est-à-dire un moyen de trouver quelle est l'adresse MAC qui correspond à l'adresse IP destination pour qu'elle puisse mettre ou créer l'entête sur la couche liaison de données. Donc c'est en fait le protocole ARP qui va s'en charger de cette opération. Donc ARP, c'est Address Resolution Protocol. D'accord? Donc le mieux c'est pour expliquer le principe du protocole ARP, c'est-à-dire de le présenter à travers un schéma. Donc, je vais essayer
vous trouvez un schéma qui décrit le processus du protocole ARP. Donc, je vais mettre ARP protocole en anglais. C'est mieux. On va essayer de trouver une image explicative. Voilà, on va essayer de prendre cette image-là. Donc, vous avez des machines. Hein, vous avez des machines, ils sont connectés à un routeur. Donc, peu importe. Hein, donc, routeur, switch, etc. Donc, ça va être pareil. Donc, on a, regardez, donc on a la machine, hein, la machine 34.40.21.20. Elle veut contacter cette machine, la machine appelée host. D'accord? Donc, plutôt, je vais corriger, c'est plutôt la machine host qui veut communiquer avec la machine 34.40.21.20, je crois. Très bien. Donc, cette machine host, elle connaît l'adresse IP de la destination, mais elle ne connaît pas son adresse MAC. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, la machine, avant que la communication commence, cette machine va envoyer un message ARP. Un message ARP à tout le monde, disant quelle est l'adresse MAC qui va correspondre à l'adresse IP 34 40 21 20. Donc, ce qui se passe, donc je vais essayer de prendre le tableau blanc, utiliser un background différent. Je vais changer de background. Très bien. Donc là, en quelque sorte, cette requête, c'est une requête broadcast. Donc, c'est tout le monde qui va recevoir une copie de ce paquet. Très bien. Donc, ça va être un message broadcast demandant aux membres du réseau quelle est l'adresse MAC qui correspond à cette adresse IP. Donc, celui qui a cette adresse IP, donc ça veut dire cette machine-là, elle va répondre avec son adresse MAC. Elle va dire c'est moi. Donc, je vais répondre avec mon adresse MAC. Mon adresse MAC, c'est A5 22 98 5C 24 93. Donc, à partir de là, donc, le processus est assez basique. Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc, il suffit juste d'envoyer une demande à tout le monde et celui qui a cette adresse IP va répondre avec son adresse MAC. Très bien. Donc, c'est cette machine qui va répondre. Donc là, peut-être que j'aurais dû choisir une autre couleur pour distinguer la réponse. Voilà, donc c'est cette machine qui va répondre. Donc, elle va répondre avec un paquet. Donc, ça va pas être une diffusion. Ça va aller directement à la destination. C'est tout simplement le principe du protocole ARP. Il n'y a rien de compliqué au fonctionnement de ARP. Et ce qui va se passer aussi, c'est que cette machine host va garder dans son cache, donc il y a un cache dans la machine locale, elle va garder cette adresse MAC dans son cache, elle va garder l'adresse MAC pour des futures communications. Donc, c'est pas la peine de faire à chaque fois une nouvelle demande ARP vers le réseau. Très bien. Donc, revenons au protocole ARP. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à expliquer. Hein. Donc, c'est un protocole assez basique. Donc, il contient une en-tête hein, avec un certain nombre de champs. On va essayer de voir un petit peu ces champs. Donc, quel est le type du protocole utilisé? Donc, ça va être probablement Ethernet. Hein. Donc, quel est le type de protocole utilisé sur la couche liaison de données? Donc, ça va être Ethernet. Donc, généralement, ça va être du IP. Le type du protocole, sur la couche 3, ça va être de l'IP. D'accord? Et la taille des adresses, donc 6 pour Ethernet, 6, c'est-à-dire que, en termes d'octets, hein, en termes d'octets, 6 fois 8, donc ça va être 48. Donc, est-ce qu'on utilise du IPv6 ou du IPv4? Donc, la plupart du temps, ça va être du IPv4, etc. Donc là, je pense que protocole ARP va pas vraiment, on va pas se focaliser sur ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt faire une démonstration réelle un petit peu des choses. Comme ça, vous allez mieux comprendre le principe de fonctionnement. Donc, allons-y. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de commencer à examiner mes adresses. Donc, je vais faire un CMD.
Très bien. Donc, je vais agrandir la fenêtre. On va mettre centre. Donc, la commande que vous allez tout le temps peut-être utiliser, c'est ipconfig. Ipconfig, donc si je tape ipconfig, donc je pense que j'ai un problème au niveau des variables système. Donc, je vais directement accéder au répertoire en question. Donc, c'est pas grave, 32, voilà. Donc là, ça va. Maman fonctionne. Voilà, donc si vous faites ipconfig, vous allez afficher les adresses IP qui sont configurées sur vos interfaces réseau. Donc logiquement, hein, dans la plupart du temps, vous avez une adresse IP sur la carte réseau LAN locale et probablement une autre adresse IP si vous êtes connecté en Wi-Fi. Hein, d'accord? Donc là, par exemple, ici, quelque sorte, j'ai la carte réseau sur la carte réseau local, j'ai l'adresse IP 192.168.1.3 et comme passerelle par défaut 192.168.1.1. D'accord? Donc là, j'ai pu afficher les informations concernant les adresses sur la couche réseau à travers la commande ipconfig. Ce que vous pouvez faire pour avoir plus de détails, c'est d'utiliser la commande ipconfig/all. Donc l'avantage de cette commande, c'est qu'elle affiche en plus les adresses MAC, c'est-à-dire les adresses physiques associées à chaque carte réseau. Donc là, je vais essayer de revoir les deux cartes de tout à l'heure. Donc carte réseau locale, voici l'adresse MAC, donc 00FF32B6D2A0. Et donc j'ai plusieurs cartes sur ma machine. Donc je vais chercher la carte wireless. Voilà, donc c'est 9C, 4E, 36, C2, 4F, B1, etc. D'accord? Donc j'ai deux en quelque sorte. Donc voilà une autre carte, c'est 9C, 4E, 36, C2, 4F, 80. Donc c'est actuellement la carte que je suis en train d'utiliser, la 4FB0. Très bien. Donc là, donc on a vu comment vérifier les adresses IP sur la machine. Essayons de vérifier le fonctionnement du protocole ARP. Donc la commande, c'est ARP normalement. Si vous tapez ARP, vous avez un ensemble de commandes. Nous, on va s'intéresser aux commandes ARP-A et aux commandes ARP-D. Donc ARP-A vous permet d'afficher tout simplement le cache des adresses ARP, c'est-à-dire les adresses MAC que votre machine connaît déjà. Donc vous faites ARP-A. Voilà, donc vous avez un ensemble d'adresses MAC associées à chaque carte réseau. Donc sur la carte réseau filaire, donc c'est ces adresses MAC là. Donc c'est-à-dire j'ai une paire d'adresses IP MAC, etc. Donc l'adresse MAC de l'adresse IP 192.168.1.1 c'est 0C, B6, D2, C8, A4, 45, etc. D'accord? Donc si vous prenez cette adresse 172.20.10.15, donc on va prendre une autre adresse dynamique 172.20.20.1. L'adresse MAC c'est 3A AF 61 84 6B 64. D'accord? Donc là, si je fais par exemple un ping vers une de ces adresses, donc je vais probablement utiliser la passerelle 192.168.1.1. Donc si on veut voir si ça marche. Voilà, donc j'ai une réponse de cette adresse. Donc est-ce que je vais solliciter le protocole ARP pour trouver l'adresse MAC qui correspond à cette adresse IP afin d'envoyer le paquet à cette destination? Non, parce que tout simplement, je connais déjà cette adresse MAC et je l'ai dans le cache. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement vider ce cache et pour vous montrer que si on ne connaît pas l'adresse MAC, il y aura un processus ARP qui va nous permettre de récupérer cette adresse MAC et à partir de là, on va pouvoir envoyer le ping. Donc, ce qu'on va faire comme la dernière fois, on va essayer de démarrer Wireshark. On va essayer de lancer une capture de paquet et on va effacer le cache, faire un ping et montrer que effectivement, avant l'envoi des pings, des paquets ping, il y a effectivement une communication ARP qui se fait afin de récupérer l'adresse MAC.
Très bien, donc je vais démarrer la capture de paquet sur ma carte réseau sans fil, d'accord? Donc ce que je vais faire, je vais pinguer ma passerelle. Donc je vais lancer un ping et voir si on voit les paquets qui sont envoyés. Très bien, donc là vous voyez que avant, donc j'avais au préalable effacé mon cache, d'accord? Donc au préalable, avant d'envoyer le ping, donc on a envoyé des pings de la machine 192.168.1.3 vers la machine 192.168.1.1, il y a eu une communication ARP au préalable. D'accord? Donc, essayons de regarder cette communication. Donc, vous voyez que cette communication, elle se fait sur la couche Ethernet et sur la couche réseau. Donc, le détail et le voici. Donc, là, l'adresse IP source, c'est l'adresse MAC de ma machine. La destination, c'est une adresse broadcast. Et tout simplement, la question se pose, target IP address, c'est-à-dire quelle est en quelque sorte l'adresse MAC qui correspond à cette adresse IP. Regardez, donc who has 192.168.1.1. Donc c'est la question que ma machine se pose afin de pouvoir trouver l'adresse MAC destination. Donc la machine qui va répondre, donc regardez, donc là la source c'est un D-Link, c'est un modem ADSL qui va répondre avec son adresse MAC, donc target MAC address, il a répondu avec son MAC adresse qui est le A445. Donc en quelque sorte la réponse va être l'adresse MAC source. Donc il va répondre avec un paquet contenant son adresse MAC source qui est le A445. Et à partir de là, on va pouvoir communiquer sans solliciter le protocole ARP. Donc, tout à l'heure, bon, j'avais oublié de commencer l'opération, mais bon, on va essayer de la refaire. Donc, j'avais fait un ARP-D. Donc là, je n'ai pas pu le faire. Donc, il faudrait juste lancer, c'est-à-dire le CMD en mode administrateur, parce que j'avais pas les droits pour exécuter cette commande. Je vais faire ça rapidement. Donc ARP-D, donc ça me permet d'effacer le cache. Je fais ARP-A, c'est vide. Donc je relance mon ping. 192.168.1.1. Donc ça marche. On voit bien qu'il y a un message ARP avant l'envoi des pings. Et à partir de là, si je fais un ARP-A, normalement, on a trouvé, voilà, on a rajouté une entrée dans le cache ARP contenant une correspondance, une paire d'adresses IP, adresse MAC. Donc, voilà, donc il n'y a pas mieux que faire une démonstration réelle du fonctionnement du protocole. Je pense qu'on a fait le tour de cette deuxième séance. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Merci.